Alors, ce matin, on voyage entre la France et le Japon, entre le Japon et la France, avec cet artiste qui s'appelle Léonard Fujita, ou plutôt qui a pris le prénom de Léonard à la fin de sa vie, puisque son premier prénom était Tsuguharu, et que Fujita ne s'écrit pas tel que vous le voyez ici. Normalement, dans son nom de famille, il n'y a pas de O. C'est Fujita, mais ça se prononce évidemment Fujita. Léonard Fujita est né au Japon, il est né en 1886 et il fait partie d'une famille très bien établie, descendant d'une famille importante des Fujiwara, et son prénom Tsuguharu, ça veut dire l'espoir de la famille. Donc il est censé suivre les pas de son père, qui est un militaire de haut rang. Or, Fujita est orphelin de mère très tôt et son père va toujours le soutenir dans ses démarches. Et ces démarches l'orientent vers l'art, très très jeune, et vers la France, parce que dès son enfance, il va dans un établissement scolaire français pour apprendre l'art notamment. Il apprendra le français, il lit des revues françaises, enfin véritablement, il a une passion pour ce pays. Je vous le présente ici simplement à travers une photographie de lui à Paris dans les années 20, qui était l'affiche de l'exposition qui s'est tenue au musée Mayol il y a quelque temps, qui s'intitulait Fujita, peindre dans les années folles. Essentiellement, c'est de cette partie-là que nous parlerons, parce que c'est au cours des années folles que Fujita produit véritablement son style, met en place les caractéristiques de son art et finalement vit son âge d'or du point de vue de la peinture et autres arts. Cependant, je voulais vous montrer ici une œuvre de jeunesse de Fujita. Vous le voyez, il a à ce moment-là 12 ans et il reproduit l'image qui se trouve sur une boîte de biscuits que lui a offert son beau-frère, puisqu'il a une différence d'âge assez importante avec sa sœur aînée, qui est celle qui l'élève après le décès de leur mère. Et il lui offre donc une petite boîte de biscuits français, type palais breton, vous voyez, en inox, et sur laquelle se trouve cette poule avec ses œufs. Et donc, à l'âge de 12 ans, Fujita, qui observe toujours la nature, qui dessine tout ce qu'il voit autour de lui, reproduit finalement ce couvercle de boîte de gâteau. Donc, ce que ça nous indique, c'est que quand il est au Japon, déjà à 12 ans, mais ensuite dans son apprentissage, il va toujours regarder vers l'Occident et donc vers la France principalement. Dans son apprentissage des beaux-arts, il entre dans une école des beaux-arts à Tokyo dans laquelle ses maîtres sont très fortement influencés par l'art du paysage européen et a fortiori français. C'est l'impressionnisme qui les attire particulièrement. Alors il faut dire très rapidement en passant que l'impressionnisme est imprégné d'art japonais. En fait, il y a énormément de liens dans la compréhension de la contemplation de la nature. Et donc, on peut facilement comprendre que le public japonais ait eu un intérêt très développé pour l'impressionnisme. Il y a d'ailleurs des œuvres de Monet qui sont très impressionnantes, qui représentent les criques, alors je ne sais pas si on dit criques d'ailleurs, mais en tous les cas, des bords de mer bretons qui ressemblent furieusement à des bords de mer de Kyushu. Véritablement, c'est assez impressionnant. Alors que donc au Japon, il va faire une formation qui le pousse à peindre presque à l'européenne, et bien quand il arrive en France, alors là, ce n'est pas au moment où il arrive, ça fait quasiment 20 ans qu'il est en France, mais en France, il va développer une esthétique qui finalement est un entre-deux, qui est véritablement entre l'art du Japon et l'art européen. Alors ici, ce que cela a d'européen, c'est que le personnage que vous voyez est un sumotori,
C'est un yokozuna, donc c'est le rang le plus élevé dans la plus haute division du championnat de sumo. Je vous rappelle que le combat de sumo est considéré comme l'équivalent du combat des dieux. Donc il y a une forme de divinisation du personnage du sumo. Il ne faut pas lui manquer de respect et il faut absolument connaître le classement, évidemment, et les plus grands noms de ces combattants, de ces lutteurs. Or, précisément, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce portrait de Toshigiyama, ce que vous voyez, ce n'est pas la musculature, ce n'est pas le corps d'un sumotori. Le sumotori, c'est celui que vous voyez à l'arrière-plan. Regardez. En fait, Fujita cite, voici, pardon, je laisse entrer quelqu'un. Fujita cite tout simplement le sumo ici, vous voyez, avec cette estampe qu'il a collée à l'arrière-plan sur le mur quasiment, où on voit là le combat des sumo et où on voit la physionomie, la corpulence très importante des sumotori. Ici, vous le voyez que ce yokozuna a un corps très athlétique. Par ailleurs, il y a des positions qui sont assez étonnantes, c'est-à-dire que la position des mains ouvertes comme celle-ci, qui ne correspond pas à la position du lutteur, en fait, c'est pas une prise de sumo, mais indique par l'ouverture des mains que l'on a affaire à un lutteur qui lutte comme les dieux. C'est la nature divine de ce sport qui est mise en valeur. Pour le reste, il gomme tout. Il gomme la corpulence, il gomme la ceinture très caractéristique, car là, elle n'est pas assez large, elle devrait remonter quasiment jusqu'au nombril. Il enlève le tablier d'honneur que porte le yokozuna avant le combat, et il enlève le petit chignon caractéristique. Donc, il le traite finalement presque comme un lutteur gréco-romain, quelque chose qui correspond dans l'imaginaire européen à un repère, alors que le sumo n'en est pas un. Je vous précise que Fujita a lui-même, dans ces années-là, donc on est en 1926, participé à une démonstration de judo à Paris. Il est extrêmement athlétique, c'est un homme vraiment très très fin, très musclé et qui valorise l'esprit sain dans un corps sain, même s'il est connu pour faire partie de la folle ambiance des années 20 à Montparnasse. Car c'est bien sûr à Montparnasse que Fujita s'installe, parce que dès qu'il arrive à Paris en 1909, eh bien, il sait que c'est là qu'il va rencontrer les artistes qui comptent, Picasso et autres. D'ailleurs, il rencontre Picasso, dit-on, suivant la légende, le jour même de son arrivée à Paris. Quoi qu'il en soit, je vous propose maintenant de voir quelques-uns quelques thèmes que Fujita a toujours développés, en commençant par les portraits et les autoportraits. Et on commence par le portrait de Fernande, qui est sa première épouse, qui véritablement l'a beaucoup aidé dans son début de carrière, car à peine se rencontrent-ils, d'abord ils se marient très vite, et Fernande prend très à cœur son rôle d'épouse d'artiste, c'est-à-dire qu'elle donne à Fujita la possibilité de travailler véritablement, et qu'elle se met en recherche d'un mécène, d'un distributeur, en fait d'un marchand d'art. Et c'est elle qui le trouve. Et c'est ainsi que pour Fujita et Fernande commencent des années plutôt, non pas de luxe, mais d'aisance relative, alors même qu'ils viennent de connaître la plus grande des misères. Avec la guerre, vous vous doutez que ça ne se passait pas formidablement bien à Montparnasse. Ce sont des années très joyeuses, mais aussi parfois dramatiques, puisque la joie est représentée ici à travers ce portrait de Fernande, car c'est le portrait de Fernande au perroquet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec le premier cachet de Fujita, pour prix de ses ventes, de son premier contrat, ils vont acheter une cage et un perroquet. Et ça devient un tel emblème finalement pour ce couple que lors d'une des fêtes costumées de Montparnasse, à laquelle il participe systématiquement, Fujita apparaît
portant sur son dos une cage gigantesque dans laquelle se trouve Fernande, non pas déguisée en oiseau, mais entièrement nue. Donc il y a ce côté tout fou véritablement du personnage qui se plie tout à fait à l'idée de cette médiatisation, cette mise en scène de lui-même. Ça lui joue des tours parfois. C'est pour ça qu'il a fait cette coiffure très particulière qui est à la chien, on en reparlera. Cependant, il faut bien noter une chose, c'est que Fujita est de toutes les fêtes. Il crée ses propres costumes, il est couturier lui aussi. Mais en réalité, il apparaît au fait, il ne boit pas une goutte d'alcool, et une fois que tout le monde l'y a vu, il rentre chez lui et il travaille jusqu'à pas d'heure dans son atelier. Donc en vérité, Foufou, comme on l'appelle, est en fait un ascète, véritablement, et tout dans sa vie se concentre autour de son art. Ces années de la fin de la Première Guerre mondiale, je vous le disais, sont positives et dramatiques. Là, le portrait de petit écolier que vous voyez est assez positif. C'est un moment durant lequel Fujita et ses amis, et notamment Modigliani et Jeanne, sont à Cagnes, et ils vont passer un été à travailler ensemble. Et on voit que dans la manière de Fujita, il y a quelque chose de l'ordre de Modigliani. Simplement, vous le voyez, ce visage est très très ovale, un peu à la manière des masques de Modigliani. La différence, c'est que lui représente toujours les yeux. Cependant, il faut noter que dans les regards de ces enfants qu'il portraiture, et je vais vous en montrer un autre, il y a quelque chose de l'ordre de l'adulte. En fait, les enfants chez Fujita ont un regard extrêmement perçant, très conscient véritablement de quelque chose qui nous échappe peut-être. Vous remarquerez qu'il y a déjà un élément sur lequel je reviendrai, c'est cet petit espace entre le corps du personnage et l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'il y a comme un petit halo autour de chacun des personnages. Ce portrait d'écolier a été fait à Cagnes et il a un pendant, en fait, Modigliani en a réalisé un identique. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a du drame, parce que Fernande et Foufou sont ceux qui, comment dire, qui récupèrent Modigliani quand Jeanne s'est suicidée. Ou plutôt qui récupère Jeanne quand Modigliani s'est suicidé. Donc il y a quelque chose de très très violent en fait et de terrible, une déchirure dans cet ordre-là. Il n'empêche que Fujita commence à gravir les échelons à ce moment-là, à la fin de la Première Guerre mondiale, et il va avoir véritablement une décennie de célébrité durant laquelle il va produire un certain nombre de ses portraits d'enfants, d'adultes. Vous en verrez d'autres. Alors ici, je voulais surtout insister sur un élément. C'est que il y a quand même un caractère assez angoissant à ces portraits d'enfants qui n'en sont pas en vérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants qui posent pour lui, pas du tout. Ce sont presque des enfants fantasmés. Il les représente ainsi, ce sont des figures archétypales. Et on retrouve toujours ce très grand regard et cette absence de nez. Regardez bien, le nez n'est pas du tout dessiné, il n'existe pas. On a simplement les petites narines, les ailes du nez qui sont représentées, c'est tout. Donc en réalité, dans ces portraits-là, ce qu'il nous montre, c'est encore une fois sa fusion entre l'Orient et l'Occident, puisque ce sont des mangas que vous voyez, avec ces têtes très rondes, trop grandes par rapport au corps, et avec ces yeux très très ronds que l'on retrouve dans les mangas japonais. On va retrouver ici un autre type de portrait. Alors là, je vais vous faire une petite citation, car oui, c'est bien Gérard Houry à 8 ans que vous voyez, qui a été dessiné par Fujita le jour de son anniversaire, donc le 29 avril 1927. Fujita connaît la mère de Houry et il en est un proche, donc il vient souvent. Et voilà ce que Gérard Houry en dit dans ses mémoires. Je vous le cite. De tous les amis de ma mère, Fujita est mon préféré. Il joue avec moi pendant des heures. Dès qu'il arrive, je me glisse derrière lui et lui expédie un grand coup de pied aux fesses. D'un revers de main, il me balaie. Mince, très musclé, ce jaune semble bronzé.
sa peau fleure bon une eau de toilette dont je n'ai jamais retrouvé la senteur, mais qu'aujourd'hui encore je lis au parfum de l'Orient mystérieux. En été, Daisy, la fille de son ami Van Dongen, vient lui rendre visite. « Foufou, lui dit-elle, regarde mon chemisier, il est tout neuf et trop blanc. Tu ne veux pas peindre dessus quelque chose en japonais ? Bien sûr. » Il attrape le pinceau, trace un idéogramme. Folle de joie, Daisy l'embrasse et s'en va. Quelque temps plus tard, elle tombe sur une bande de touristes japonais. Ils hurlent de rire en la voyant. Interloquée, elle en attrape un qui parle français et lui demande de lui traduire ce qui est écrit sur sa blouse. Ça veut dire « Mes fesses sont plus belles que la lune ». C'est une jolie anecdote qui montre le rapport de Fujita aux enfants. Il n'en aura jamais, alors même qu'il a eu énormément de femmes. Et il a légué la totalité de ses œuvres. En fait, la fondation Fujita est placée sous le patronage des orphelins d'Auteuil. Et il a légué en fait l'argent qu'il avait aux orphelins d'Auteuil. Donc il y a vraiment un rapport à l'enfance qui est très particulier chez Fujita. Il les recherche, il n'en a pas. Et il fantasme en quelque sorte cette enfance qu'il valorise lui-même par ses actes et par ses blagues constantes. Les portraits, je voulais vous en montrer un seul, celui de Suzy Solidor, qui était une chanteuse assez exubérante, qui n'hésitait pas à se montrer en maillot de bain à Deauville. On a des photos d'elle avec Fujita, justement. Et Fujita l'a représentée ici, vous le voyez, agenouillée, presque assise sur le chien, parce que là, il y a un problème de perspective qui correspond tout à fait à sa manière de peindre. Et je voulais vous montrer un élément que l'on retrouve assez fréquemment dans le travail de Fujita, c'est l'arrière-plan doré. Vous voyez qu'ici, il prend littéralement de la feuille d'or. Donc, on laisse la feuille telle qu'elle est, puisqu'on la laisse apparente, ici. Et il va patiner la feuille d'or de manière à la rendre vieillie déjà, et donc plus véritablement altérable. Donc ça, c'est quelque chose de particulier, et j'y reviendrai. Sachez que Suzy Solidor n'a pas du tout aimé ce portrait. Elle trouvait que ça ne correspondait pas à sa nature. Mais il reste très célèbre dans l'œuvre de Fujita. Et voici une série d'autoportraits. Alors Fujita a fait des autoportraits de lui à tout bout de champ. Le tout premier qu'il ait fait a été produit au Japon. Il avait une vingtaine d'années, tout début vingtaine, et il se représente dans un autoportrait à l'âge de 7 ans. Donc en fait, il se représente tel qu'il n'est plus. Et il va ensuite conserver cet exercice de l'autoportrait qui n'est pas nécessairement un signe de, de fixation sur lui-même. C'est encore une fois un exercice. C'est un exercice qui est d'ailleurs très important dans la peinture occidentale. Donc celui-ci, qui est un autoportrait à l'âge de 35 ans, qui date de 1921, montre déjà tous les éléments que vous allez retrouver dans les autoportraits de Fujita. Donc la coupe à la chien, c'est ainsi que ça s'appelait, les petites lunettes rondes en écaille, qui sont sa marque de fabrique, la moustache en M. Alors malheureusement, je sais que pendant que je présentais l'exposition à Mayol, beaucoup de gens me disaient ah, c'est marrant, il a les mêmes moustaches qu'Hitler. Oui, alors en fait, il les a portées comme ça avant. Et Hitler, en fait, n'a rien inventé. C'était une taille de moustache tout à fait à la mode, ni plus ni moins. Ce qui est pertinent, c'est que dans les autoportraits, Fujita montre toujours des accessoires qui caractérisent sa personnalité. Le tabac, parce que c'est un grand fumeur avec les pipes accrochées au mur, l'assiette décorative qui renvoie pour lui tout simplement à la France traditionnelle qu'il aime. Et puis vous voyez cette montre ici qui est un marqueur de Fujita, parce que Fujita s'est fait tatouer sur le poignet une montre qui indique toujours l'heure de midi. Donc comme ça, la fuite du temps, c'est fini pour lui. Il n'y a plus cette problématique puisqu'il est toujours la même heure. Et enfin, le pot avec les aiguilles de couturier, puisque Fujita faisait lui-même ses propres vêtements. On va retrouver cet autoportrait caractéristique avec l'élément du peintre. Il nous indique qu'il est un peintre.
Et ici, vous le voyez, l'apparition du chat qui est vraiment inséparable de l'œuvre de Fujita, même si au bout d'un moment, ça lui a pesé. Je vous montre simplement ici, parce qu'on la voit très bien, un gros plan de la signature, donc son nom de famille francisé et les kanji qui représentent son nom de famille. Précisément, on s'intéresse au chat parce que pour Fujita, le chat, c'est son double. Dans la culture japonaise, le chat peut être positif. Quand c'est le chat à écailles tortues, vous savez, avec les 3 couleurs, c'est le chat porte-bonheur. Mais le chat peut aussi être un élément perturbateur négatif. Là, ce que Fujita met en œuvre, c'est en fait un autoportrait, encore une fois. Parce que regardez, ce chat couturier, c'est lui. Regardez sur la bobine de fil, il est indiqué Paris. Et il montre que finalement, lui-même est couturier. Alors certes, un chat va jouer avec les objets du couturier. Mais enfin, Fujita le considère, ce chat, comme son double. C'est véritablement un rapport particulier à l'animal. À l'animal, vous voyez, sur le point, on le voit dans l'œil, hein, sur le point d'aller faire quelque chose d'ennuyeux avec la bobine de fil, probablement. Il va aller l'attraper. Hein. Ou alors tout simplement endormi. Alors ça, c'est l'œuvre la plus tardive que je vous montrerai du travail de Fujita, où l'on voit le travail exquis de la représentation du poil, hein, où il y a vraiment une minutie très impressionnante. Et vous voyez juste les traits de cernes noires qui sont caractéristiques de l'estampe japonaise. Je vous précise par contre que Fujita ne pratique pas l'estampe, jamais. Il ne pratique pas la calligraphie. On passe maintenant à une autre thématique avec les ateliers intérieurs et nature morte qui pour lui en fait font un. Et on commence avec cette œuvre-ci qui s'intitule Mon intérieur Paris, nature morte au réveil, qui se trouve au Centre Pompidou. Alors là, encore une fois, c'est une nature morte. Il ne devrait pas y avoir tant de doute que ça. Ce qu'il montre, c'est une commode sur laquelle on retrouve un grand nombre des accessoires qu'il apprécie. La pipe, l'horloge, la montre, en fait, le réveil matin, là précisément, les lunettes d'écaille, et puis de la vaisselle, vous le voyez, traditionnelle. En vérité, ce qu'il montre, c'est tout ce qu'il aime en France. Ce ne sont que des objets de la France profonde traditionnelle. Donc c'est à travers cet intérieur un autoportrait de Fujita en français, dans tous les amours qu'il a pour la France. Je vous précise que son voyage en France a été autorisé par son père alors que Fujita était fiancé à une jeune femme japonaise et le père de Fujita l'autorise à partir. Sa fiancée Tomiko ne veut pas le suivre et dans un premier temps, son père lui envoie de l'argent. Et puis, lorsque, au bout des 3 ans du contrat qui avait été passé entre le père et le fils, Fujita décide qu'il reste en France, il envoie une lettre terrible à son père en lui disant je ne remplirai pas ma part de contrat, je ne rentre pas, vous pouvez me considérer comme mort, arrêtez de m'envoyer de l'argent. C'est parce qu'il manque de respect à sa parole et qu'il manque de respect à son père, hein, ce faisant. Et son père va devoir compenser financièrement l'absence de mariage auprès de la famille de la fiancée. Fiancée qui par ailleurs ne se mariera jamais et qui a conservé toutes les lettres que Fujita lui avait envoyées, ce qui constitue un précieux témoignage. Elle est morte en 1931, mais donc on a beaucoup de témoignages de ce point de vue. Autre nature morte, très peu éloignée de la précédente, où ici, ce n'est plus uniquement la France que Fujita valorise, mais la France ici, regardez avec cette très célèbre image d'Épinal qui représente la pyramide des âges. On voit le calendrier éphéméride ici, peut-être un disque vinyle ici, l'accordéon, et puis regardez bien, vous voyez à côté de l'accordéon 2 petites poupées. Celle-ci est japonaise, celle-ci est française.
Les deux chiens que vous voyez là sont en faïence, ils existent encore et il les avait chinés aux puces de Saint-Ouen, tout simplement. Encore une fois, il montre sa passion pour la couture et pour la littérature française avec les fables de La Fontaine. Donc, dans cet intérieur-ci, ce que Fujita met en valeur, c'est le rapport entre la France et le Japon. C'est pour cette raison que j'ai intitulé, en fait, j'ai mis comme sous-titre le plus français des artistes japonais. Je voulais aussi insister sur un élément, c'est que Fujita, à travers ces deux intérieurs, ne choisit pas n'importe quel point de vue. Vous avez vu que pour les deux, donc celui-ci et celui-là, c'est un ensemble d'objets disposés sur une commode, ce qui renvoie en réalité à l'autel des dieux que l'on a dans un intérieur japonais. En général, d'ailleurs, on en a deux de ces petits autels, un pour les dieux shintoïstes et un pour les dieux bouddhistes, les divinités bouddhistes. Donc c'est en quelque sorte l'autel de sa vie en France qu'il met en scène à travers cet intérieur. Donc même ces intérieurs, même ces natures mortes, sont des autoportraits véritablement de Fujita, que l'on retrouve ici dans son atelier. Alors, je vous précise que personne n'entre dans l'atelier de Fujita. C'est interdit. Il avait même à un moment donné deux ateliers, un atelier dans lequel il travaille et un atelier dans lequel il reçoit. Le seul être vivant autorisé à entrer dans l'atelier et à partager son intimité créatrice, c'est le chat. Vous voyez qu'ici, on retrouve en arrière-plan deux portraits de femmes. Il s'agit de Yuki, sa deuxième compagne, peut-être sa deuxième épouse. On n'est pas sûr qu'ils aient été mariés. Et on voit toujours cette mise en scène de la coiffure, des lunettes, de la moustache. Il est très apprêté, hein. Ça c'est très très important. Et puis vous voyez ici une pierre à calligraphie. Il ne pratique pas la calligraphie comme je vous le disais, mais il n'empêche qu'il va utiliser en fait le trait noir de l'encre calligraphique pour cerner son travail. Donc ça, on va y revenir. Je vous le disais, c'est un ascète. Il travaille des heures et des heures et des heures dans son atelier. Être l'épouse de Fujita, c'est pas forcément de tout repos, dans le sens où on n'a pas une intimité débordante avec son compagnon. Et justement, pendant qu'il est à Montparnasse, il s'intéresse à un genre qui est totalement proscrit au Japon. Même dans les estampes où l'on voit des œuvres à caractère érotique, voire pornographique, les femmes ne sont jamais nues. Les hommes non plus d'ailleurs. Il y a toujours un morceau de tissu quelque part. C'est obligatoire. Et à peine arrivé à Paris, eh bien, Fujita va s'adonner véritablement à ce nu européen qui fait partie de la tradition de la peinture européenne. Et il va développer dans les années 20 ce style qui est très caractéristique. Alors ici, c'est le nu à la toile de Jouy. Il faut noter que Fujita ne procède pas de la même manière que n'importe qui. D'ordinaire, un peintre part du général pour aller vers le particulier. Donc, on crée d'abord, par exemple, le fond, et puis ensuite, on va aller sur les détails de la figure. Chez Fujita, ce n'est pas du tout le cas. Il commence par la figure, ensuite, il la place dans un décor, et il part du détail pour aller vers le général, du particulier vers le général. Donc, il fait tout à l'envers. Je vous précise par ailleurs que ça a l'air fort simple comme ça, c'est en fait très compliqué et il y a de très nombreuses étapes préparatoires. Et ça correspond à une vision japonaise qui est que c'est par la répétition que l'on maîtrisera le geste. C'est ce qu'on appelle le kata. Ça veut dire que à travers des études préparatoires, puis éventuellement une gravure, puis une aquarelle, il va, par le geste, par la répétition du geste, enfouir ou intérioriser le geste à tel point que lorsqu'il le placera sur la toile, le geste sera devenu tout à fait instinctif. Il n'aura plus besoin d'y réfléchir.
Là où Fujita s'intègre totalement dans la filiation européenne, c'est par la présence des poils pubiens et des poils des aisselles, ce qui est totalement proscrit dans l'art japonais. Ces grands nus sont d'une blancheur, vous le voyez, très particulière. Je vais vous en montrer d'autres. Et ils sont toujours disposés sur un arrière-plan qui tranche, donc soit totalement blanc, soit noir, soit gris. Ici, on a l'intégration de cette toile de Jouy qui est très particulière. Il s'agit peut-être de Kiki de Montparnasse, qui serait le modèle de ce portrait-là. Parce que Kiki est une de ses amies et Fujita dit qu'à l'époque de Montparnasse, il a eu jusqu'à 3000 modèles. Modèle prégnant, qui est son épouse Yuki, qui s'appelle en fait Lucie Badou, qui est une jeune Belge qu'il rencontre à la coupole. Et en voyant la blancheur immaculée de son corps, il l'a surnommée Yuki, ce qui veut dire en japonais neige. Yuki, vous la connaissez parce que c'est Yuki Desnos. Donc elle a quitté Fujita pour Desnos, ce qui a été une déchirure pour Fujita. Cependant, ici, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment il travaille. Donc, vous voyez ce cerne toujours qui fait comme un halo autour du corps parce que l'arrière-plan est travaillé à l'estompe. Donc, en fait, il va comme estomper en apportant un tissu humide pour donner cette couleur très spécifique. C'est encore plus visible avec ce très grand portrait de Yuki, où vous voyez qu'on a affaire à une technique spécifique. Alors, je vous le précise, Fujita a développé une technique qui lui est propre et que personne ne connaissait jusqu'à devoir restaurer certains de ses travaux. Donc, pour travailler, il fait en sorte d'abord que sa toile soit la plus lisse possible. Il va ensuite placer dessus un blanc transparent qui est fait d'une recette de sa création et qui était inconnue, en fait qui est toujours inconnue, mais que l'on commence à déchiffrer par la nécessité de restauration. Donc la formule est la suivante. En fait, il appelle ça un blanc de lait, qui est une technique japonaise, qui donne en fait un caractère très opaque au blanc. Et ce blanc de lait est constitué d'huile de lin, de blanc de plomb ou de blanc de meudon et de silicate de magnésium, c'est-à-dire de talc. Autant vous dire que restaurer ce genre de matière, c'est très complexe parce que la commissaire de l'exposition nous expliquait, qui est la directrice de la fondation Fujita, qu'en fait, il bidouille. Donc, les recettes ne sont pas les mêmes d'un tableau à l'autre. Et que quand il n'a pas le bon matériau, c'est pas grave, il passe à un autre. Donc, c'est en fait assez cauchemardesque, évidemment, que de devoir restaurer un tableau de Fujita. À cet ensemble dont je vous parlais, ce blanc de lait, il va ajouter des pigments en très petite quantité. Donc, vous voyez qu'on a des gammes de blancs qui sont très différentes, mais il n'empêche qu'on a un caractère opaque et le travail de l'estompe que vous voyez ici, qui va permettre de donner très peu finalement de volume. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la ressemblance physique du modèle, ou plutôt de l'œuvre peinte avec le modèle, c'est le nu, en fait, c'est l'anatomie qui l'intéresse, ni plus ni moins. Nous avançons maintenant vers les grands décors, puisque dans les années 20, Fujita va produire un certain nombre de ces grands décors. Et le premier à lui faire confiance, c'est le baron Satsumo, qui est un très riche japonais installé en France, que l'on appelait en France d'ailleurs le prince oriental. Et le baron Satsumo est à l'origine de la construction de la maison du Japon à la cité universitaire. Donc on peut tout à fait voir ceci dans le cadre de visites, puisqu'on a le droit d'accéder, quand on fait une visite à la cité universitaire, à 3 maisons. Vous vous doutez que je demande quasi systématiquement la maison du Japon, puisqu'elle permet de voir cette œuvre qui s'intitule tout simplement Chevaux et chiens, qui est l'une des 2 grandes œuvres que Fujita a produites pour la maison du Japon,
commandé donc par le baron Satsumo. Ici, on retrouve son travail sur le fond doré et l'amour du Japon et des Japonais pour les animaux hein, qu'il représente ainsi. La deuxième œuvre, que je ne vous ai pas montrée ici, elle est plus difficile à voir, s'intitule « L'arrivée des Occidentaux au port de Nagasaki ». Parce que la commande de Satsumo était de montrer, comment dire, le lien entre les Japonais et les Occidentaux, d'où l'arrivée des Occidentaux au port de Nagasaki. Cependant, commandé en 1927, en fait, le travail n'a été livré que 2 ans plus tard parce qu'il y a eu une dispute sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais je voulais d'abord vous montrer un autre travail, qui est cet ensemble de 8 panneaux qui a été commandé, alors là, il n'y en a que 4, hein, mais il y en a 8, qui a été commandé par le Cercle de l'Union interalliée et qui orne la salle de bridge de ce Cercle de l'Union interalliée. C'était un prêt exceptionnel, hein, ils avaient prêté ces panneaux-là que vous voyez, qui sont là pour le coup l'œuvre la plus japonaise du travail de Fujita. C'est quasiment une interprétation du style décoratif de Itoko, qui était un très grand facteur de paravent à Kyoto, on va dire à la 16e, 17e siècle. Donc ici, et c'est ça qui est fascinant, c'est que dans le bâtiment le plus occidental, le Cercle de l'Union interalliée, dans lequel Fujita va travailler, il propose une œuvre qui est quasiment strictement japonaise. Donc c'est extrêmement intéressant, alors même qu'il ne travaille pas ainsi. Je vous en montre, pardon, je pensais que j'en avais mis un gros plan, j'ai dû l'enlever. L'image était mauvaise, mais voici ici, alors elle est très pixelisée, je suis désolée, c'est très dur d'en prendre des photos, mais il renvoie à des animaux, vous voyez, des oiseaux, des coqs, on va trouver des hérons, etc. Et le tout est placé dans un décor de végétaux dont chaque espèce est identifiable, et l'arrière-plan est constitué, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de ces carrés de feuilles d'or qu'il a apposés. Logiquement, on se dirait que ces parties-là, que je vais vous remontrer, ici, vous voyez, dans lesquelles on voit les oiseaux voler sur le fond d'or, qu'il a d'abord peint et ensuite placé la feuille d'or. Eh bien, pas du tout. Il a d'abord placé le fond de feuille d'or et ensuite peint, avec une matière qui est presque laquée, ce qui fait que la restauration et l'entretien de ces panneaux est absolument un casse-tête. Encore une fois, il bidouille. Il met de l'huile sur de la feuille d'or, ce qui est problématique. La feuille d'or, c'est quelque chose qui le fascine parce que ça renvoie au monde du divin. Donc ça, on y reviendra. Et puis, je reviens ici, à travers du diptyque, à la première commande du baron Satsumo pour la maison du Japon dans la cité universitaire. Le programme initial, c'était, comme je vous l'ai dit, les rapports entre les Occidentaux et les Japonais, ce qui paraît normal puisque la maison est censée accueillir de jeunes Japonais qui viennent faire leurs études en France. Bon. Et voilà ce que Fujita produit dans un premier temps, c'est-à-dire ces 2 grandes compositions qui fonctionnent ensemble, vous le voyez, on a un raccord ici, qui sont la composition au lion et la composition au chien, mais surtout, c'est une citation d'un certain nombre d'œuvres d'art occidentales. Donc là, Satsumo, il lui dit non, mais c'est pas possible en fait. Parce que d'abord, tu ne nous montres pas l'apport des Occidentaux au Japon, ni la réciproque. Et puis en plus, on va recevoir des jeunes Japonais et tu me montres que des nus. Donc ça ne va pas du tout. Donc il le refuse. Regardez par exemple les citations. Ici, ce que vous voyez, c'est la Vénus au miroir de Velázquez. Tout simplement. Donc une citation. Regardez ici, vous avez un couple qui vous rappellera sans doute Baiser de Rodin. Donc, Fujita
à travers ce premier diptyque, rend hommage à tous les artistes européens et à toutes les œuvres d'art européennes qu'il admire. Le deuxième pendant, puisque c'est en fait un ensemble de 4 panneaux constitués de 2 diptyques, c'est celui-ci, ce qu'il appelle combat. Combat 1 et combat 2. Ici, vous le voyez, vous avez vraiment de la violence qui se fait jour, et puis toujours des citations de l'art occidental. Regardez ce personnage au centre qui ressemble très furieusement à ce que Michel-Ange a pu produire dans la chapelle Sixtine. C'est de l'expressionnisme le plus pur que met en scène Fujita à travers ses musculatures. Eh bien, ces 2 panneaux, ou plutôt ces 4 panneaux, ont évidemment été refusés par Satsumo et il a, Fujita, continué de travailler dessus. Et lorsqu'il a quitté la France après sa séparation avec Yuki, eh bien, il a laissé ces 4 panneaux qu'il considérait comme son chef-d'œuvre dans la cave de leur maison, et Yuki les a conservés et elle les lui a rendus dans les années 50. Donc, Fujita a eu beaucoup de femmes, enfin beaucoup, c'était évidemment relatif, mais disons, il ne vit pas avec une seule femme. Il y a eu Fernande, il y a eu Yuki, après Yuki il y a eu Madeleine, après Madeleine qui est morte au Japon, il y a eu Kimiyo qui est sa dernière épouse avec qui il est resté très longtemps. Mais il y a un énorme respect envers Fujita et celles qui ont vécu, qui l'ont retrouvé après son départ de France et au moment de son retour dans les années 50, lui ont toujours gardé énormément de respect. Il y a vraiment une relation très belle entre Fujita et ses femmes. En fait, il ne les enferme pas. Quand Yuki tombe amoureuse de Death Note, c'est pas qu'il l'encourage à vivre son amour, mais enfin, il va pas devenir totalement furibond, etc. Il produit simplement 3 œuvres que je ne vous montre pas, qui sont extrêmement étranges dans son corpus, mais il accepte en quelque sorte cette destinée. Enfin, je finis avec, pour ce qui concerne la peinture, l'art religieux, puisque Fujita a un côté spirituel dans toute son œuvre qui transparaît en 1917 avec cette œuvre qui s'appelle La Vierge et les 3 dames, qui a choqué la place de Paris, qui était plus habituée à ces petits portraits, ces scènes de ville, etc., et qui retrouve finalement une icône dans une icône. On s'aperçoit qu'au moment où Soutine, qui est l'un de ses amis, se mesure à Rembrandt en faisant un écorché de bœuf, eh bien, quand Fujita, lui, arpentait le Louvre, ce qu'il regardait, c'était les icônes, c'était la peinture religieuse. Donc, il y a ce caractère-là qu'il développe dans un style que ces spécialistes appellent gréco-bouddhiste. Parce que il y a dans le fond d'or quelque chose qui rappelle les icônes byzantines, mais il y a dans la stylistique de la représentation des corps aussi bien une influence bouddhique qu'une influence grecque, notamment archaïque. Ceci, ça se développe particulièrement à la fin de sa vie parce que lorsqu'il revient avec son épouse en France, il décide d'abord de devenir français. Il se fait baptiser et lui-même prend le nom à ce moment-là de Léonard, tandis que son épouse devient Marie-Ange. Et avec un ami et mécène qui était le patron de la maison MUM à Reims, eh bien, il décide de créer un espace religieux que l'on appelle, que vous voyez ici, qui est la chapelle Notre-Dame de la Paix, que l'on appelle la chapelle Fujita. En 2 ans à peu près, tout est fait et Fujita va peindre tout simplement des épisodes de la vie du Christ, la crucifixion, vous le voyez, à sa manière et à fresque. Donc il doit travailler très vite et il produit un panneau en fait par jour. Attention, un panneau, c'est pas tout ça, hein, mais à chaque fois qu'il entame un élément, il faut qu'il l'ait fini dans la journée. La chapelle est finie en 1966 et elle est consacrée et rétrocédée ou cédée à la ville de Reims immédiatement. Fujita est lui mort en 1968, il est mort à Zurich et sa veuve qui
avait presque la moitié de son âge, a vécu, elle est morte à son tour en 2003. Et c'est elle qui a légué la totalité de son fonds d'artiste à la Fondation d'Auteuil. Et donc, on peut visiter son atelier. Hein, c'est la maison Fujita à Villiers-le-Bacle. Donc, c'est tout à fait visitable, évidemment. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit ouvert là actuellement, mais en tous les cas, c'est visitable en temps normal. Et je finis avec les arts décoratifs assez rapidement, parce que Fujita étant un japonais, il valorise toutes les formes d'art, il n'y a pas d'art inférieur et d'art supérieur, et il aime tout. N'oubliez pas que l'art majeur au Japon, c'est la céramique. Et donc, il a une amie qui développe avec son mari un procédé qui s'appelle le lap. Le lap, c'est un ciment alumineux qui est très pauvre en fer et dans lequel on va avoir des pigments qui vont remonter, qui donc font ces effets-là. Et Fujita donne certains des motifs à cette amie pour qu'elle en produise des éléments décoratifs. Enfin, Fujita a répondu au concours pour la réalisation d'une table pour la salle, le fumoir, excusez-moi, du paquebot Normandie. Et il a ainsi projeté sur le plateau de la table, vous le voyez, tous les éléments qui le caractérisent, puisque l'on retrouve ici tout simplement, regardez, la pipe, la montre, les cartes, le cigare et les lunettes à écailles. En fait, il y a un autoportrait dans sa table qu'il a réalisé ainsi. Voilà pour cette présentation de Fujita. Alors, j'espérais qu'elle était plus rapide. J'ai été très longue à nouveau, je vous prie de m'en excuser. Mais pour les prochains rendez-vous, donc vendredi, je ne vous ai pas mis les dates, les horaires, excusez-moi. Les vendredis, j'inaugure un nouveau rendez-vous hebdomadaire à 11h toujours avec le Soliflare. L'idée, c'est une œuvre en 15 minutes, pas plus. Donc, c'est un peu un exercice pour moi pour essayer d'être concise. Et pour cette semaine, la conférence approfondie portera sur Dior, la maison Dior. Et c'est donc dimanche 24 à 18h. Voilà pour tout ceci.